Défi, dialogue sur l'enfance, la famille et l'intervention sociale, est un balado de vulgarisation scientifique portant sur les défis et enjeux d'actualité concernant les jeunes et les familles. L'itinérance est en constante augmentation au Québec et ailleurs dans le monde. Le rapport du dernier dénombrement de personnes en situation d'itinérance visible au Québec mentionne qu'elle a bondi d'au moins 44% en 5 ans. Les principales causes de cette hausse, des expulsions de logements, des problèmes de consommation ou de santé mentale, des revenus insuffisants et des conflits ou mauvais traitements au domicile. On assiste également depuis quelques années à une montée fulgurante du coût de la vie, à une pénurie de logements abordables, à un manque criant de ressources en santé mentale et à un accès facilité à des drogues de plus en plus addictives et destructrices. Toutes ces embûches qui s'additionnent complexifient la vie des personnes en situation d'itinérance et le processus de réinsertion. Qui sont les jeunes en situation d'itinérance de nos jours? Quels défis et enjeux rencontrent-ils dans la rue et pour en sortir? Comment les intervenants réussissent-ils à bien les accompagner et à innover pour pallier le manque de ressources? Quels sont les points de bascule vers la rue? Et surtout, que devrait-on faire pour prévenir l'itinérance jeunesse dans le contexte actuel? Nous aborderons toutes ces questions dans cet épisode du balado Défi sur le thème de l'itinérance jeunesse. Annie Fontaine, Martin Trudel, Marie-Noëlle L'Espérance, Ariane, bonjour. Bonjour. Je vous demanderai d'abord de vous présenter. Annie Fontaine, professeure agrégée à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Martin Trudel, je suis agent de développement des services et au financement de la Maison Marie-Frédérique, un établissement qui accueille des jeunes en situation d'itinérance qui les aide dans leur chemin vers l'autonomie. Et j'ai également vécu de l'itinérance jeunesse à ma sortie des centres jeunesse. Marie-Noëlle Espérance. Je travaille pour l'organisme Dans la rue, une organisation dédiée aux jeunes en situation d'itinérance ou à risque de l'être depuis 35 ans. Moi, c'est Ariane. Je suis une jeune qui a vécu l'itinérance pendant 3 ans. J'ai 28 ans. Pour sortir de la rue, j'ai bénéficié des services de la Maison Marie-Frédérique qui m'aident encore aujourd'hui dans ma réinsertion sociale. Monsieur Trudel, vous avez été en situation d'itinérance au cours de votre jeunesse. Ariane, tu l'étais encore il n'y a pas si longtemps. Dites-moi comment vous vous êtes retrouvés à la rue et quels principaux défis et enjeux vous y avez rencontrés. Souvent, les jeunes ne réalisent pas qu'ils sont en situation d'itinérance. C'était le cas pour moi. Donc, je réalisais pas toute la précarité de l'environnement puis tous les risques psychosociaux qu'il y avait autour de moi. Tant qu'on est en santé, ça va bien, t'es dans la rue. Puis là, je sortais des centres jeunesse, donc j'étais content d'être sorti. Un sentiment de découverte. Cela dit, le plaisir de la nouvelle liberté s'estompe assez rapidement quand on se rend compte qu'on n'a aucun moyen de subsistance et que malheureusement, on n'a pas de moyen d'en trouver. Puis on décide, comme beaucoup de jeunes, parce que les jeunes en situation d'itinérance, c'est une clientèle souvent qui se déplace beaucoup. Je suis resté à Québec quelques mois, puis ça fonctionnait pas, j'arrivais pas à me débrouiller. Je suis parti en Colombie-Britannique. Et puis là-bas, c'était d'autres enjeux parce que je parlais pas anglais, j'essayais de me trouver du travail, ça fonctionnait pas. On est toujours en mouvement, essayer de trouver mieux. On se retrouve souvent à refaire les mêmes gaffes. Puis quand on est en situation d'itinérance, on est toujours un peu au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a des facteurs de risque partout, il y a de la violence, il y a de la drogue, il y a beaucoup de sollicitations pour de l'exploitation sexuelle, pour de la criminalité. Puis, sitôt qu'on a des gens vraiment en situation de vulnérabilité, il y a des gens pour en abuser, c'est l'histoire du monde. C'est la même chose pour les jeunes. Dans la rue, il y a toujours quelqu'un qui est en train de y cancer pour t'exploiter. C'est difficile de convier le sentiment d'insécurité qui est permanent. Parce que souvent, quand on en parle, c'est une photo, c'est une image. Ça convie pas le fait que c'est à chaque seconde, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Cette espèce de sentiment-là de détresse, de peur, de faim, d'anxiété. À première vue, les gens peuvent pas nécessairement dire que tu es en situation d'itinérance. Les gens ne savent pas que l'entièreté de mes possessions sont dans le sac à dos que je traîne, que mon linge est sale puis que j'ai pas mangé, ça fait 4 jours. Comparativement à un jeune qui, lui, est en voyage, on se ressemble beaucoup, mais lui, il peut retourner chez papa-maman ou dans son logement quand son trip est fini puis qu'il veut retourner à la maison. Nous, on n'en a pas de maison. Il n'y en a pas d'après. Chez les gens qui regardent ça de loin, ça peut amener certains biais dans l'analyse des difficultés ou dans la précarité dans laquelle le jeune est. Les gens vont souvent un peu banaliser ou diminuer. « Ah, c'est un jeune. Ah, c'est son choix. Ah, il voulait ça. Ah, ils vont s'arranger. » Puis pour le jeune qui est dans la rue, c'est un peu la même chose. C'est « Ah, je le vois où je m'en vais, c'est juste une passe. Je suis pas en situation d'itinérance. Non, ça va quand même bien. Ça va aller mieux. » Il y a encore la lumière au bout du tunnel jusqu'à ce que la lumière au bout du tunnel s'éteigne puis que là, t'es comme « Wow, OK, ça va vraiment pas bien. Là, faut que je sorte. »
il n'y en a plus aucun plaisir. Ça laisse place finalement à l'anxiété, au trauma, la santé mentale qui se dégrade, puis un sentiment de perdre son identité, puis de perdre le fil ou une direction dans laquelle on aimerait aller dans notre vie. T'sais, on se reconnaît plus, c'est l'identité même qui change. On n'est plus le jeune en découverte, on est rendu la personne qui est en train de devenir un itinérant. Puis réaliser ça, c'est souvent un des facteurs précipitants là, à l'extérieur pour la réinsertion. Qu'est-ce que ça fait comme constat de réaliser tout d'un coup là, qu'on est vraiment en situation d'itinérance? C'est un choc. C'est comme se réveiller dans un cauchemar. C'est comme si tout ce qu'on avait, tout ce à quoi on se raccrochait n'est plus, puis on se rend compte qu'on n'a plus rien. Alors qu'on se désaffiliait toujours un peu plus, il y a beaucoup de déni, puis on continue de bûcher, puis d'aller de l'avant, puis de s'arranger, puis de se débrouiller. Puis c'est comme ça qu'on se voit. On se voit comme des survivants, puis on passe au travers plein d'épreuves relationnelles difficiles ou de l'institutionnalisation, plein de traumas souvent qui viennent de très tôt dans l'enfance, puis on se sent fort, puis on se sent capable, puis là, à un moment donné, on voit comme que « pourquoi eux autres, ça marche, puis moi, ça marche pas? » Puis là, tu te réveilles dans la rue un matin, puis tu vois le monde, tu te lèves dans le banc de parc là, ou à terre, puis tu vois le monde propre, qui font leur jogging, qui promènent leurs chiens, qui travaillent, qui ont mangé, la nuit, il fait fret. T'es dans le vent, il y a du monde chez eux au chaud, tu regardes par les fenêtres, là, t'sais. La petite fille aux allumettes, je fais une caricature, mais là, tu regardes les vents, tu vois du monde qui mange, puis qui sont au chaud. T'es comme, crime, pourquoi moi, ça marche pas? T'sais, pourquoi est-ce que moi, j'ai pas droit à ça? Pourquoi est-ce que je suis pas capable de le faire? C'est où que ça bug? Quand les jeunes arrivent à la MMF, souvent, c'est ça aussi, une grosse part du travail au début, c'est de mettre le doigt sur le problème. Et puis là, commence un long travail sur soi, un long travail de développement des habiletés nécessaires à l'insertion. À la maison Marie-Frédérique, qu'est-ce que vous observez comme différence entre ce que vous avez vécu comme jeune puis les jeunes que vous côtoyez? C'est souvent les mêmes enjeux, ça se ressemble beaucoup. Les statistiques des jeunes qui sortent de la DPJ qui se retrouvent en situation d'itinérance n'ont pas changé. Un jeune sur 3 à ses 18 ans à la sortie, donc un jeune sur 2 dans les 5 ans par la suite qui se retrouve en situation d'itinérance. Il y a certains facteurs qui sont pires qu'avant. Les drogues ont changé, l'augmentation du coût de la vie, la crise du logement. C'était difficile pour moi à l'époque, puis on n'était pas dans la crise du logement. Si je compare mon vécu avec celui des jeunes que j'accompagne, honnêtement, il y a tellement de similitudes, là. Ça se ressemble beaucoup, beaucoup, là. Dans les besoins de base concrets, là, manger, dormir, tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait nommer comme défi en jeu? Ben, c'est sûr qu'il y a pas beaucoup de possibilités quand t'es dans la rue. Souvent, c'est la criminalité qui va l'emporter. Aller voler un petit fromage au IGA, ça se pogne bien dans une sacoche. Moi, j'avais des trucs pour ça, puis j'avais déjà été quand même pas formée à ça dans ma jeunesse, mais j'avais une famille où il y avait beaucoup de violence. Moi et ma sœur jumelle, on était beaucoup laissés à nous-mêmes. Fait que ça faisait longtemps qu'on vivait comme si on était dans la rue. Voler, c'était pas vraiment difficile pour nous. D'habitude, on volait de l'alcool, mais là, on volait du fromage. Sinon, on allait dans des dépanneurs, puis on allait aux toilettes, puis on se prenait une petite serviette, puis on se lavait. Moi, en plus, quand j'étais dans la rue, c'était pendant la COVID. C'était difficile de rentrer dans un dep, d'être toute crottée, de se faire dire « oui, tu peux aller aux toilettes ». Là, j'avais pas de masque, j'avais pas de gants, j'avais l'air sale. J'allais aux toilettes, puis je remplissais mes bouteilles d'eau. J'en avais comme 10 dans mon sac, là, parce que j'y récupérais, puis là, je remplissais de l'eau à la place qui me laissait rentrer. Sinon, il y avait aussi les tuyaux d'arrosage que je pouvais utiliser pendant la nuit quand les gens dormaient, puis je me remplissais ma bouteille, je me lavais. Pour le sommeil, c'est dormir, ça devient une perte de temps. C'est comme un luxe que tu peux pas vraiment te payer dans la rue, là. Surtout que t'es pas bien, t'as pas d'oreiller, t'as pas de couverte, à part si t'en as trouvé une dans une poubelle, là, mais les besoins de base, ils s'effondrent assez vite. Nous, on vit sur des cycles de 24 heures dans la rue, c'est des 20 minutes. T'es 20 minutes à une place, ok, là, je suis safe, là, ça va, là, je suis bien, là, je suis assis, personne me dérange. Ah, j'ai un gros 20 minutes de paix, là, avant qu'il y ait quelque chose encore. Que ce soit quelqu'un qui fasse de quoi à côté de moi, là, qu'il y ait du vandalisme, de la vente de drogue, de la conso, que quelqu'un me demande de quoi, qu'il y ait une police qui vienne, que là, je suis pas sûr parce que je sais pas si je dérange. Donc, comme on est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est comme si on sent qu'on a toujours quelque chose à cacher. On n'a jamais trop le goût de voir les forces de l'ordre. On n'a pas trop le goût de parler aux intervenants. C'est particulier l'itinérance jeunesse. Les jeunes vont pas chercher de l'aide comme les adultes le feraient. Pour quelqu'un qui est en situation d'itinérance, qui se reconnaît comme tel, puis que ça fait 30 ans, qui a toute sa petite routine d'inter, de personnes, de monde au centre-ville, les jeunes, c'est pas comme ça. T'sais. Demander de l'aide, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est un des gros défis des jeunes parce que souvent, ils ont eu des vécus très difficiles dans des contextes où on se donne forcer de l'aide et une aide qu'on comprend pas bien. Moi, les services de la DPJ, je suis absolument persuadé qu'ils m'ont sauvé la vie. Je serais pas ici aujourd'hui si eux avaient pas été là. Mais en même temps, ça enlève rien du fait que c'est traumatisant, déshumanisant et qui avaient, du moins à l'époque, des pratiques parfois particulières. Tu rentrais dans un vortex, tu rentrais à 13 ans, dans le vortex, tu ressortais à 18 à 13 ans.
Il y avait rien entre 13 et 18 en termes de développement, des habiletés nécessaires au plein exercice de l'autonomie et de la citoyenneté. Nada. Moi, c'est drôle. J'ai vécu l'inverse de toi. J'ai été dans une famille où il aurait fallu que la DPJ débarque, mais elle a jamais débarqué. Fait que j'ai appris d'autres choses, mais c'est comme si mon mode survie était déjà là depuis toujours. Fait que quand je suis tombée dans la rue, c'est comme si j'avais toujours été dans la rue, parce que j'habitais chez mon beau-père qui était très violent. Puis ma mère était justement une femme battue, c'est toujours dans la spirale de la violence. Puis moi, j'ai pas eu la DPJ, mais j'aurais dû avoir la DPJ, mais ça mène au même endroit pareil, dans le fond. Fait que je sais pas comment dire ça. Est-ce que ce contexte de milieu de vie-là difficile qui t'a amené à quitter toi-même les lieux? Oui, moi, depuis que je suis jeune, mon père il a été absent. J'ai été avec ma mère et ma sœur jumelle chez un homme violent. Puis cette violence-là m'a poussée à renier ma famille à un moment. J'ai essayé de m'en sortir par moi-même en allant en thérapie. J'ai réussi à m'en sortir 2 ans de temps, mais en voyant ma famille qui me suivait pas puis qui me respectait pas dans mon choix, j'ai comme eu un déclic dans mon cerveau qui a fait je les laisse tout tomber, puis moi aussi je me laisse tomber dans le fond. J'avais été 2 ans abstinente, j'avais une job pour Post Canada, j'avais mon auto pour poster mes colis, tout allait bien, mais j'ai vraiment décidé de rechuter, de recommencer à consommer puis de m'en aller seule dans mon auto. J'avais encore mon travail à ce moment-là comme factrice. Je continuais à travailler, mais je vais dans mon auto. Puis quand ils se sont rendus compte que je faisais ça, ils m'ont mis dehors. C'est là que j'ai rencontré un homme violent dans la rue. Je venais de tout perdre, là. J'avais même un chum avant, un appartement, j'étais fiancée, tout était beau, mais c'est moi qui ai décidé de renier ma famille parce qu'elle m'avait trop déçue. Puis je me suis dit, je m'arrange toute seule. Il s'occupe pas de moi, je suis capable de m'occuper toute seule de moi. Même ma sœur jumelle, c'était fini. Quand j'ai rencontré ce gars-là, tout de suite sorti avec, comme mon sauveur, mais c'était un gars qui recevait beaucoup de personnes dans la consommation, beaucoup de personnes dans la rue. Il y avait toujours des nouvelles personnes qui arrivaient, puis j'étais la seule fille là-dedans. Puis moi, je pensais pas que j'étais dans la rue. C'est comme si j'étais encore la sauveuse. J'avais comme le chômage qui pouvait rentrer, j'avais encore un cellulaire, j'avais encore un auto. Fait que je me voyais comme la sauveuse de toutes les personnes dans la rue. Moi, je suis le même dans la vie. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'était moi la plus dans la merde là-dedans parce que je voyais pas ce qui se passait, mais tu sais, chacun me passait dessus aussi. Fallait que je fasse le ménage. J'allais à l'épicerie pour tout le monde. Je me suis fait exploiter beaucoup sans m'en rendre compte parce que je suis une personne qui a un grand cœur aussi puis que je me voyais forte là au début, là. Tu te sens forte, là. J'étais encore ta famille un peu, mais c'était moi qui décidais de les tasser. Oui, ils essayaient, mais là, c'était moi qui avais le pouvoir. Quand ils se tassent pour vrai, ça commence à aller mal, là. Tu perds chaque chose une après l'autre, puis même ta dignité. Puis ça devient plus important tant que ça de dormir, ça devient plus important de manger. Ça a vite été le vol qui a commencé à entrer là-dedans, la vente de drogue pour d'autres personnes, trouver des filles, des choses pas le fun, là, que j'aurais jamais faites si j'aurais pas vécu l'itinérance. Puis à quel moment t'as décidé, tu t'es dit, là, OK, ça suffit, il faut que je fasse quelque chose? C'est une histoire pas très belle, là, mais moi, pendant mon itinérance, j'ai pas été toujours dans les maisons avec mon ex-violent. J'ai fini même dans une tente, dans un dépotoir, dans le milieu du bois à me faire battre. Tu cries, puis y a personne qui t'entend, tu sais. J'avais pas le droit de bouger, tu sais. J'étais vraiment dans la grosse violence, là, intense. Puis lui, il avait le monopole sur tout parce que il m'avait amené dans une place où je savais même pas où j'étais, dans une tente. Puis lui, il s'en allait, il me laissait là. Moi, je dépérissais, j'allais mourir, là. Il y a une soirée où il m'a vraiment tabassé. À ce moment-là, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai survécu, ça, je sais pas trop comment ça que j'ai survécu. Je me suis réveillée sur le bord de l'eau, puis j'étais encore là. J'ai dû faire semblant parce que j'étais dans la rue. Fait que j'ai dû faire semblant que je me rappelais pas que c'était lui qui m'avait laissé pour morte dans le bois quand il est revenu. J'étais là, hey, bébé, hier, il y a quelqu'un qui est venu, là, il m'a magané, là. J'ai comme entré dans le jeu de, c'est pas toi, là, je vais faire semblant que c'est pas toi, mais faire semblant que toi aussi tu me crois. Tu sais, c'est comme un peu un duel, là. Déjà là, c'était beaucoup de la manipulation, puis il fallait que je fasse le jeu de la petite fille qui sait pas que c'est lui, là. Fait que ça m'a amené à avoir des idées noires. J'avais peur de lui, mais j'avais pas le choix de rester avec. Le contrôle complet, il l'avait même sur mon cerveau. J'étais même plus capable de penser par moi-même, là, rendu là. Je voulais juste manger, trouver des canettes, des botches de cigarettes à terre, pas qu'il me frappe, pour pas que... même la drogue passait avant d'aller chercher de la bouffe, là. Parce que s'il y avait pas sa drogue, tu sais, puis là, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour avoir sa drogue? J'en dirais pas plus là-dessus. Il y avait pas de cœur, puis ça lui dérangeait pas de me vendre pour sa drogue. Tu sais, moi, j'étais vraiment un instrument là-dedans. Fait que ça, c'est une des choses que les femmes peuvent vivre aussi, d'être considérées comme un outil. Par la peur, on peut faire n'importe quoi à quelqu'un, là. Le déclic, c'est quand j'ai quitté cet homme-là, puis je me suis fait prendre par un de ses amis dans son appartement. Puis là, j'ai réussi à comme sortir de l'engrenage de la violence, puis à penser un peu par moi-même.
J'ai réussi à avoir contact avec ma mère, qui m'a repris chez elle. Elle était avec un nouvel homme qu'elle est encore en ce moment, puis il est bien gentil. C'est le seul qu'elle a eu de bon dans la vie. Eux, ils m'ont accueilli chez eux pendant que j'étais dans le plus gros bas fond. Puis un soir à minuit, j'ai dit là, faut que j'aille à ma thérapie parce que j'avais plus de place que je me sentais en sécurité, même pas chez ma mère. Toute la jeunesse que j'avais eue avec, elle n'avait pas protégée. Puis j'ai décidé d'appeler à mon ancienne maison de thérapie. C'était mon dernier souvenir de ma vie avant la rue, que j'avais été bien quelque part, qu'il avait pris soin de moi, que j'avais réussi à remonter la pente. Fait que j'ai rappelé là, puis je leur ai dit là, si vous me prenez pas ce soir maintenant, vous allez avoir une mort sur la conscience. D'habitude, il y accueille personne après dans la nuit, mais là, ils m'ont accueilli. Puis c'est là, j'ai fait une thérapie. Après ça, ma mère voulait pas me revoir chez eux. Fait que j'ai fait une maison d'hébergement pour femmes battues, qui est à Saint-Raymond. J'ai comme continué, j'ai fait une plainte. Fait que là, ça m'a obligée à plus retourner, déjà là, parce que c'est dur des fois, t'es comme accro un peu à la violence, là, quand t'es une femme trop longtemps violentée. Puis moi, être dans la rue, j'étais rendue ma maison, la rue. Être quelque part, c'était plus stressant pour moi qu'être dans la rue. Parce qu'il y avait des attentes, parce qu'il y avait des choses à faire pour être quelque part, parce que quand t'es dans la rue, il y en a plus d'attentes. T'arrives au point où t'espères plus rien de la vie. En même temps, c'est comme une liberté. Tu peux plus être déçu. T'as plus de déception. Fait que c'est comme un mécanisme de défense. J'appelais ça le mode fuck off. Puis encore aujourd'hui, dans mon rétablissement, quand je me sens en mode fuck off, je sais que, attends un peu, là, ça marche pas. C'est pas vrai qu'on s'en fout. On peut pas vivre comme ça. Quand j'ai fait ma plainte, c'est moi qui l'ai écrit toute seule, de 17 pages. Puis encore aujourd'hui, je suis en procédure judiciaire, c'était long. J'avais pas confiance aux adultes, j'avais pas confiance aux policiers, là, j'ai plus confiance aux avocats, puis j'ai plus confiance aux procureurs, mais j'ai confiance en moi. Ça m'aide beaucoup. Quand j'ai fait ma plainte, ça m'a fait beaucoup brasser d'émotions, puis j'ai fait une tentative de suicide. Puis c'est là que j'ai arrêté de consommer. Je me suis ramassée en psychiatrie, comme beaucoup d'itinérants. T'as comme pas le choix de finir en psychiatrie, on dirait, à un moment donné. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai ouvert les yeux, parce qu'il était ouvert, mais il était fermé. Puis là, j'ai regardé autour de moi, puis j'étais dans une salle, tout seul, il fermait la porte, la fenêtre, il y avait des barreaux, puis là, j'avais plus le droit à mon cep, même pas le droit de fumer une cigarette. Hey. Là, je me suis rendu compte que j'étais rendue loin. Là. C'est ma dernière fois que j'ai consommé, puis c'est à partir de là que j'ai fait mes démarches pour plus jamais retourner où j'étais, partir de l'endroit où que t'as été dans la rue, c'est une très bonne idée, puis des gens, tu repars à zéro. Puis je suis jamais retournée à cette place-là. J'ai appelé à une autre maison d'hébergement pour femmes battues, qui s'appelle la maison Hélène Lacroix. J'ai commencé à faire une autre thérapie. J'ai fait une deuxième thérapie. À chaque maison d'hébergement que j'ai faite en m'en sortant, j'ai eu une thérapie pour être sûre de pas retourner. Là, je m'en suis sortie. Je suis jamais retournée dans la rue. Après ça, j'ai été à MMF. Puis j'ai fait Portage Québec. Quand on parle de MMF, c'est la maison Marie-Frédérique où travaille Martin Trudel. Merci beaucoup, Ariane. Quand on accompagne les jeunes, il y a plein de points de bascule dans le programme où est-ce qu'on le sait que là, ça va être particulièrement anxiogène. Sortir du programme ou les différents niveaux dans notre programme, commencer un programme scolaire, passer de l'hébergement interne à l'hébergement externe, passer de l'hébergement externe à l'hébergement autonome, commencer son stage. C'est tout des petites choses comme ça qui amènent vers l'autonomie, mais qui sont des gros steps où est-ce que là, la personne est comme « Oh, est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai la force? Est-ce que je vais être capable? » Là, c'est toutes ces pensées-là, autant erronées que légitimes, qui viennent se bousculer dans la tête du jeune, qui est comme « Oh, OK, là, c'est moi qu'il faut qu'il assure. » Mais pas dans le chaos, dans la construction de quelque chose de positif. Ça fait peur. Parce que il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Beaucoup de responsabilités qui viennent avec, justement, l'organisation d'une vie active. Ça va être des chefs-d'œuvre d'auto-sabotage. Une des choses que tu avais dit tantôt qui était magnifique, ça transportait bien ça, c'est que c'est des mécanismes de survie. Donc, tous les mécanismes de survie, toutes les choses que tu faisais dans la rue qui étaient essentielles à ta survie, souvent, c'est ce qui pose frein à l'insertion plus tard. Parce que tu es prompt, parce que tu agis de telle manière. La façon que tu interagis avec ton environnement est telle, mais que dans un autre environnement, c'est pas fonctionnel. Donc, on a à tout retravailler ces mécanismes. Les relations. Les relations, on a à tout refaire ça. C'est souvent ce qui pose problème. Ce qui permettait de survivre dans la rue fonctionne pas nécessairement très bien au bureau. On s'entend en termes relationnels. Puis là, le jeune va avoir ce désir-là de recréer ce qu'il sait faire, de recréer ce qu'il fait, de retourner à ses sources un peu, puis faire comme « Non, je crée le chaos », tu sais. Puis là, on est là pour l'accueillir, puis le supporter, puis lui faire comprendre qu'il est en train de reproduire ce qui posait problème avant de rentrer à la maison. Il y a beaucoup de rechutes comportementales, beaucoup de mécanismes de défense qui sont des mécanismes de survie qu'on a à prendre conscience et à travailler dessus pour finalement réussir à s'insérer de manière durable. Ce qui nous protégeait dans la rue peut nous nuire ailleurs. On est dans un autre monde complètement. Tu l'as très bien dit, là, encore une fois. Il faut sortir de la zone de confort. Oui. Inconfortable. Oui.
Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages vraiment touchants. Ça nous brosse vraiment un portrait. On va y aller un petit peu plus pour du plus théorique. Je vais demander à Annie Fontaine de nous parler un petit peu des différentes formes d'itinérance jeunesse, puis de nous brosser un portrait des jeunes en situation d'itinérance de nos jours. La question de l'itinérance, c'est souvent la conjonction de différents facteurs. Ce qui caractérise le plus la question de l'itinérance, c'est le fait qu'on se retrouve dans une situation d'instabilité résidentielle qui fait en sorte qu'on n'a pas de toit sécuritaire stable. Et ça, c'est souvent conjugué au fait d'être dans un processus de désaffiliation sociale qui peut précéder l'entrée dans la situation d'itinérance ou être accentué par la situation d'itinérance, c'est-à-dire qu'on va vivre des ruptures de liens dans plein de sphères de nos vies, que ce soit avec la famille, les amis, les proches, l'école, le travail, et qui fait que c'est un processus qui va souvent s'accentuer. La précarité que l'on vit, l'instabilité résidentielle puis la précarité matérielle, économique va souvent s'accentuer parce qu'on est de plus en plus en déficit de moyens pour reprendre du pouvoir sur notre parcours. Ce qui caractérise plus particulièrement l'itinérance au moment de la jeunesse, c'est le fait que souvent, ça va être plus subtil, ce processus-là, au sens où on a souvent le goût de sortir de chez soi ou sortir vers l'extérieur. Ça va être parfois des allers-retours entre un mode de vie plus dans la rue ou de coucher chez les uns et les autres, retourner au domicile, étirer des fins de party à des endroits et pas nécessairement se rendre compte que c'est parce que t'as pas d'autres endroits où aller, mais tout simplement parce que t'es sur le party, par exemple. Ça va s'inscrire dans un processus où on n'a pas l'impression d'être en situation d'itinérance et c'est une période où on est en quête de liberté, en quête de construction d'identité et où on a besoin d'expérimenter des choses, de vivre des expériences relationnelles ou de consommation de substances ou de se mettre à l'épreuve. Donc, ça va s'inscrire dans un parcours qui n'est pas toujours clairement de l'itinérance. Ces ruptures de liens-là vont souvent être accentuées aussi par la stigmatisation qu'on vit dans l'expérience de la rue. Donc, on se retrouve en plus grande précarité, on occupe des espaces publics où on n'est pas toujours bienvenu, qu'on peut se retrouver dans des situations de judiciarisation, de regards péjoratifs des gens autour de nous. Tout ça va participer à l'engrenage, à la dégradation des conditions de vie des personnes. La situation d'itinérance parfois se vit de façon plus progressive, puis parfois de façon plus abrupte en fonction d'événements qui arrivent dans notre parcours de vie. Pour résumer, on pourrait dire qu'on caractérise ça par un processus de désaffiliation qui va affecter notre sentiment d'existence puis de reconnaissance de la valeur de notre vie pour soi-même, pour les autres autour de nous, puis plus largement au sein de la société. Puis si on caractérise un peu, mettons, les parcours ou les situations qui fait que des jeunes se retrouvent davantage en situation d'itinérance, il n'y a pas de parcours type. On peut provenir de toutes sortes de milieux puis se retrouver dans des situations d'itinérance à l'issue de différentes situations de vie, mais on reconnaît que plus particulièrement ceux qui ont expérimenté des placements en centre jeunesse sont une population particulièrement fragile, vulnérable au regard des situations d'itinérance. Dans le dernier dénombrement et dans les études qui sont menées par l'équipe d'études sur le devenir des jeunes ex-placés, que c'est environ 33% des jeunes qui ont eu un parcours en centre jeunesse qui se retrouvent en situation d'itinérance. Et dans le dernier dénombrement, incluant les jeunes et les adultes, environ 30% des personnes qui ont répondu au questionnaire du dénombrement avaient eu une expérience de vie en contexte de placement. Ici, il y a vraiment un facteur particulièrement présent. Un autre profil de jeunes aussi qui est surreprésenté parmi les jeunes en situation d'itinérance, c'est les jeunes de la diversité sexuelle et de genre et qui, entre autres, en raison des conflits que ça peut entraîner au sein de la famille ou encore des enjeux de quête d'identité, peut aussi être un élément qui va accentuer les risques de vulnérabilité puis de se retrouver en situation de rue. Quand on parle d'itinérance, on parle d'itinérance visible, d'itinérance cachée et de risque d'itinérance. Et ça, c'est un continuum. C'est pas des catégories complètement étanches l'une par rapport à l'autre. Parfois, dans notre parcours, on est dans des situations où on est visible, où ça perdure dans le temps. D'autres fois, ça va être plus des périodes épisodiques. On se retrouve à la rue, on se retrouve un logement, on retourne chez les parents, on retourne à la rue. Donc, ils peuvent être plus des cycles. Et parfois, on est dans une situation un peu tout le temps précaire qui fait que le risque de tomber à la rue est présent dans notre parcours. Donc, chez les jeunes, c'est un public qui est plus dans des situations d'itinérance cachée, tout comme les femmes également. Dans l'itinérance visible, on voit plus souvent des hommes adultes et les jeunes ont différentes stratégies pour être moins vus, moins perçus, tout comme c'est le cas des femmes aussi.
Ça peut impliquer parfois des compromis, rendre des services, autant pratico-pratiques que des fois des services sexuels, par exemple, ou de recel ou de transactions de drogue, dans un quotidien qui fait qu'on se rend pas toujours compte que je fais ça pour avoir un toit, pour ne pas être en itinérance. C'est comme le quotidien se tricote, mais on se retrouve de plus en plus à épuiser le réseau des ressources qui peut nous aider et à être obligé de prendre toutes sortes de stratégies de la sorte ou des stratégies de survie, de dormir dans sa voiture ou de se trouver des petits lieux de campement qui sont pas trop visibles, d'aller dormir dans une salle d'attente d'hôpital en plein jour pour prétexter qu'on a besoin d'un service, mais finalement à la dernière minute quitter. Donc, toutes sortes de stratégies qu'on peut adopter. Je peux pas faire le portrait de tous les enjeux et de tous les types de visages de l'itinérance, mais je pourrais en souligner quelques-uns. Comme par exemple, les personnes qui consomment des drogues, lorsqu'elles se retrouvent dans une situation d'itinérance, peuvent être encore plus stigmatisées. La consommation de drogue n'est pas toujours socialement acceptable et en plus, on peut avoir des enjeux supplémentaires de judiciarisation. Consommer implique aussi s'approvisionner et lorsqu'on a des difficultés, l'état de manque va créer des défis supplémentaires dans les interactions, dans les relations avec autrui. On peut avoir des symptômes physiques, des douleurs qui se rajoutent. Peut-être nos problèmes reviennent, on fait face à une recrudescence d'anxiété. On a des parcours qui peuvent être liés à l'histoire de vie, comme par exemple les jeunes qui ont pu être placés jusqu'à la majorité. C'est quand même grande proportion chez les jeunes en situation d'itinérance, des jeunes qui ont pu vivre le placement, sortir d'une institution avec parfois très peu de filets de sécurité. Au niveau des jeunes en situation d'itinérance, on a beaucoup de jeunes qui sont sous-scolarisés, qui ont quitté l'école quand même assez tôt. On parle d'analphabétisme fonctionnel. On se rend compte que c'est plus important pour certains jeunes et ça peut nuire quand on recherche un emploi, par exemple, avoir de la difficulté. Oui, peut-être faire des fautes d'orthographe, mais aussi de comprendre des consignes, savoir bien lire et comprendre le texte, les formulaires quand on a à compléter une démarche X ou Y. La fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte peut être un moment où on voit apparaître certaines pathologies. Il peut y avoir des enjeux du fait de ne pas continuer la médication. Des jeunes peuvent choisir de s'automédicamenter alors que d'autres vont tenter de cacher leurs problèmes jusqu'au maximum. Tôt ou tard, il peut y en avoir d'autres répercussions. On a des jeunes issus de la diversité de genre qui se retrouvent dans les services en itinérance, victimes d'une certaine stigmatisation ou de préjugés. On a des endroits qu'on va demander l'identité de genre de la personne et malheureusement, on peut arriver dans des questions qui sont peut-être mal posées, qui peuvent être heurtantes, de ne pas se sentir accueillis. Il n'est pas rare de voir des jeunes qui vont s'auto-refuser eux-mêmes d'aller vers une ressource non adaptée par crainte d'être mal accueillis. Ce que j'entends aussi, c'est probablement la même chose un peu pour les jeunes autochtones, les jeunes issus de l'immigration, dans le sens où ils peuvent se retrouver dans des ressources plus ou moins adaptées, où ils peuvent vivre du racisme et préférer ne pas avoir accès à ces ressources-là et finalement rester dans la rue. Là. C'est des difficultés qui s'ajoutent. La discrimination touche plusieurs personnes, dont des jeunes issus de certaines communautés culturelles, des jeunes de deuxième génération qui sont nés ici, qui peuvent rencontrer des conflits de valeurs avec la famille et arriver jusqu'à une situation conflictuelle assez problématique où il y a rupture, que le jeune peut quitter le domicile ou encore se faire mettre à la porte. Qu'on a parfois des mineurs non accompagnés ou encore de jeunes adultes qui arrivent ici avec des statuts précaires au niveau de l'immigration. Parfois, on ne parle pas la langue. Démontrer l'identité lorsqu'on est né à l'extérieur du pays, ça peut être assez complexe. Le fait d'utiliser les ressources en itinérance pourrait démontrer l'incapacité financière de leur situation pour obtenir leur statut. Alors, une fois qu'on sait tout ça, quels sont les principaux points tournants ou bascules vers l'itinérance? Annie Fontaine. La plupart du temps, l'itinérance s'inscrit dans le parcours de vie à travers une accumulation de difficultés, un enchaînement de ruptures dans différentes sphères de liens. C'est souvent plus sous la forme de points tournants subtils qui amènent à des situations de rue. Cela étant dit, parfois il y a des moments, des points de bascule un peu plus marquants qui accélèrent le processus vers cette précarisation-là du domicile. Les questions de violence familiale ou de violence conjugale
conjugales sont des éléments dans le parcours de vie des personnes qui peuvent provoquer ce genre de situation-là. La fugue du domicile en raison de conflits avec les parents peuvent aussi être des facteurs là, qui peuvent entraîner un passage vers la rue. Donc, des enjeux de santé mentale aussi qui peuvent plus momentanément amener des personnes dans des situations de fragilisation. Mais il y a aussi d'autres points de bascule qu'on va associer aux sorties des institutions. Chez les jeunes, on a parlé entre autres des sorties de placement. Le jour même de l'anniversaire de ses 18 ans, on lui disait « ciao, bye ». On a fini de s'occuper de toi. Je suis toujours très émue et choquée de la symbolique qu'il y avait associée à cette façon-là de faire pendant très longtemps où le matériel des personnes était transmis dans un sac. Donc, on partait avec un sac de poubelle le jour de ses 18 ans. C'est quelque chose, je pense, qui est de moins en moins présent. Il y a des processus qui sont mis en place, mais reste que le fait de quitter un placement peut entraîner toutes sortes de situations qui mènent à l'itinérance. Il y a d'autres sorties d'institutions aussi qui peuvent entraîner une situation d'itinérance après un séjour en hôpital, que ce soit pour des soins de santé physique ou des soins de santé mentale. La sortie d'une thérapie de désintoxication aussi peut être un moment fragilisant. Chez les jeunes adultes aussi, sortir du milieu carcéral, sortir de prison, ça peut être aussi des moments significatifs. Donc, les sorties d'institutions, quand il n'y a pas un processus qui est mis en place, ça peut vraiment être un moment de bascule. Tous les enjeux de perte de logement, d'expulsion du logement, c'est aussi des points de bascule qui sont vraiment importants et de plus en plus fréquents comme passage là, à des situations de rue. Le coût de la vie, ça touche tout le monde. Les jeunes en situation d'itinérance sont évidemment encore plus impactés. On peut parler du coût du loyer. En 2009, on avait une moyenne de 659 $ pour un 4,5. En décembre 2023, la moyenne est de 1 579 $ pour un 3,5. On est dans un logement plus petit. On voit que c'est plus que le double. Les salaires n'ont pas doublé. Les personnes qui sont sur l'aide sociale ont le droit de gagner un certain montant sans perte de revenus. Les jeunes ont le droit de gagner jusqu'à 200 $ par mois supplémentaires. En 2009, c'était 200 $ et en 2024, c'est 200 $ encore. Ce qui fait que les personnes s'appauvrissent. Donc déjà, quand on est sur l'aide sociale, on peut parler de pauvreté, mais je pense qu'on peut parler d'un appauvrissement de la pauvreté. Et on voit d'autres enjeux comme la recherche d'un logement qui devient de plus en plus difficile. Donc si on parle un petit peu du logement, les jeunes en situation d'itinérance sont extrêmement touchés par la pénurie de logement. On a beaucoup de candidats potentiels pour le même logement. Une personne qui vit dans la pauvreté aura de la difficulté à rencontrer toutes les exigences, comme une enquête de crédit, avoir des références d'un emploi, avoir des références d'un propriétaire précédent. Quels autres défis et enjeux les jeunes peuvent rencontrer lorsqu'ils souhaitent sortir de la rue? Martin et Ariane. Sortir de la rue, des enjeux, il y en a beaucoup. Ça, il y en a une infinité. Souvent, ils ont des difficultés, ils sont complètement aliénés par le système dû à un parcours de vie difficile. Ils ont difficulté à faire confiance à toute forme d'autorité, difficulté à faire confiance au système. Il faut redonner un petit peu cette confiance-là. Et souvent, ce qui fonctionne très bien, c'est avoir un mentor ou quelqu'un avec qui on peut développer une véritable relation de confiance. Avant, il y en avait beaucoup plus des bons samaritains prêts à donner une chance aux jeunes. Maintenant, avec la crise du logement, les propriétaires ils ont le choix, avoir un employeur conciliant qui est prêt à accepter les difficultés, puis à savoir que la personne que tu acceptes, elle va avoir peut-être besoin d'un petit peu plus d'attention, mais la chance qu'on va lui donner, c'est peut-être la chance qui va lui permettre de s'en sortir définitivement. Ça l'a pas de prix. Tu as réussi à avoir ça dans ton système, mais tu as des meilleures garanties de le garder, ton loyer, tu as des meilleures garanties d'être capable de le payer, tu as des meilleures garanties de pouvoir rester sur le marché du travail et continuer à développer ces aptitudes et compétences-là qui vont être nécessaires au maintien en logement. Ça, c'est des facteurs de protection d'une valeur inestimable. C'est le début de tout bon processus d'insertion. Pour moi, les enjeux, c'est vraiment la consommation. Je trouve que pour essayer de sortir du tourbillon, d'être dans la rue, il faut arrêter le tourbillon mental. Puis faire confiance aussi. C'est vrai que la confiance, encore aujourd'hui, je suis toujours dans la rue, moi. Même si je suis sortie, les traumas, ils continuent. C'est la preuve que ça marque beaucoup. Mais il y a beaucoup d'atouts aussi qu'on gagne à vivre cette expérience-là, je trouve. Ça nous apporte un bagage que les autres n'ont pas autour.
Les enjeux, c'est d'arrêter d'être sur le mode survie, puis d'essayer de vivre, puis d'essayer de pas se voir différent des autres. Tu parlais tantôt la personne qui fait du jogging. Moi, je me rappelle quand j'étais dans la rue que je la voyais courir, la personne qui faisait du jogging, puis j'étais comme ah ouais, cours Forest, parce que j'étais fruste de pas pouvoir faire ça. Puis j'aime ça courir aujourd'hui, fait qu'il faut juste retrouver la force de prendre soin de soi. Je m'entraîne dans un gym. Ma motivation, c'est cours plus vite que lui, puis sois plus forte que lui. Ça a été ça au début, puis ça a marché. Je suis sûre que c'est lui qui aurait peur maintenant de me croiser là dans la rue. Là. Faut prendre l'aide qui est autour de soi, toute l'aide possible, parce que notre filet de sécurité, il est tout détruit là au début. Là. Moi, c'est la psy de l'IVAC, mes intervenants de la MMF, toute l'aide que tu peux avoir, faut que tu y ailles. Il y a des meetings aussi, là. Les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, dépendants anonymes, il y a anonymes de tout là. Maintenant, là, partout il y en a, fait que juste aller un petit midi à l'église Saint-Roch, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut t'aider, partager son histoire, ça fait qu'on se comprend mieux, puis ça en aide d'autres. Faut parler. Je pense que la première chose aussi, c'est d'être honnête envers soi-même, puis d'être honnête envers les autres. Dire la vérité, là, quand j'ai vécu ça, j'ai peur de ça. J'aimerais bien que tu nous dises où tu en es là, dans ton processus actuellement. Ce que j'entends, c'est que tu es en logement. Quelle aide t'as reçue, puis comment tu t'es rendu en logement? C'est après ma dernière maison d'hébergement pour femmes battues que j'ai décidé d'aller dans la MMF parce que c'était une transition entre femmes battues puis personnes à risque d'être dans la rue. J'étais tannée d'être entourée de ce monde-là, je l'ai évolué, puis j'ai fait la dernière thérapie. Ce que j'ai eu comme aide, dans le fond, c'est reavoir une routine de vie, se lever le matin, aller déjeuner, attendre jusqu'à telle heure, faire notre tâche ménagère. Des fois, tu as des ateliers ou il faut que tu ailles un projet de vie. Fait que déjà ça te remet dans la routine normale de vie. Ce qui m'a apporté comme aide aussi, c'est la confiance. J'ai commencé à réavoir confiance aux intervenants. Tu les vois tous les jours, fait que tu as confiance en eux. Ça m'a aidé beaucoup. Ils nous aident avec nos démarches. L'appart que j'ai en ce moment, on paye à la MMF notre loyer, puis on a comme des accommodements qui vont avec notre cheminement là de transition vers une vie normale. Je viens de signer mon bail, puis j'ai pris le même appartement pour continuer ma transition, qu'avec la MMF, on a eu des démarches à faire, mais ils m'ont aidé à l'acquisition de cet appart-là. Fait que j'ai même pas eu besoin de déménager. J'ai la même place. C'est vraiment important pour moi d'avoir mon petit cocon. Justement, en réponse à la crise du logement et aux difficultés des jeunes à se trouver des logements à l'heure actuelle, la Maison Marie-Frédérique, elle, a ses propres logements et studios. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est qu'on va louer des logements un peu partout à Québec pour éviter justement un peu la ghettoisation, si on veut, d'avoir tout le monde en même place, puis avoir différents secteurs pour les gens qui souhaitent quitter un réseau ou se rapprocher d'un. On va louer le logement. Les leviers d'intervention reviennent à la MMF, donc on protège le jeune dans sa relation avec le propriétaire. Donc, si le jeune ne paye pas, comme le bail est à notre nom, c'est nous qui payons. Donc, la dette est envers nous et non pas envers le propriétaire. Donc, et la médiation aussi. Donc, on s'occupe de toutes les interventions. Donc, quand ça pète à 3 heures du matin, ça sonne chez nous, on répond tout le temps. Donc, nous, c'est du 24/7, 365. Le jeune en logement, quand ça va pas bien, nous appelle. On peut tout de suite faire les interventions, protéger la relation entre le jeune et le propriétaire. Quand le jeune a atteint une autonomie suffisante, il a le choix. Donc, on peut transférer le bail à son nom s'il le souhaite et s'implanter là et s'enraciner dans le quartier où est-ce que ça fait déjà 2 ans qu'il est installé. On facilite et on accélère l'entrée en logement. Et c'est ce qui est arrivé ici. On a fait une passation du bail qui était à la MMF avant et Ariane là maintenant a son propre logement autonome dans le secteur qu'elle a choisi. Il n'y a pas longtemps, on a ouvert un service qui s'appelle l'Abri, qui se trouve être un répit de nuit, finalement un lieu sécuritaire d'accueil pour les jeunes, qui est ouvert de 10h le soir à 7h le matin, où les jeunes à risque peuvent venir se déposer en sécurité, avoir accès à des intervenants et à tous les services qu'offre la Maison Marie-Frédérique. Ce qui caractérise entre autres l'Abri, outre le fait que c'est ouvert de nuit, c'est le fait qu'il est pensé pour les jeunes de la rue, c'est-à-dire pensé pour des jeunes qui ont des difficultés à faire confiance, des jeunes qui parfois veulent être seuls en groupe, des jeunes qui sont pas nécessairement prêts à s'investir dans un programme de développement personnel intensif. Personne va forcer rien. La personne n'a même pas donné son véritable nom. Elle arrive à s'asseoir, se dépose, mange des sandwichs, prend un café, jase avec les intervenants s'il le souhaite. Donc, le jeune peut simplement venir s'asseoir, se déposer et être en sécurité et repartir par la suite. Beaucoup de ces jeunes-là qui viennent sont vraiment aliénés, de grandes difficultés à faire confiance. Et ça, c'est souvent l'éléphant dans la pièce, les clientèles non volontaires. Ces jeunes-là, pour qu'ils se sentent à l'aise de venir, d'éviter qu'ils sentent qu'il y a une pression ou des attentes envers eux. Donc, les jeunes peuvent venir librement entrer, sortir à leur guise. Donc, ça évite justement de tomber dans ces difficultés-là où est-ce les jeunes vont fuir ou ils vont avoir peur de ce dans quoi ils doivent participer par la suite ou quelles sont les attentes finalement de l'organisation envers eux.
Suite à ça, on a vraiment un continuum complet de services d'accompagnement du développement de l'autonomie, autant psychosocial que résidentiel, que socio-professionnel et même socio-communautaire. On va vraiment travailler toutes les sphères de vie du jeune pour l'amener à se développer de manière globale. Nos services partent vraiment de la rue, drop-in, répit. Ensuite, on a plein d'autres services d'hébergement transitoire, hébergement temporaire, logement supervisé, avec accompagnement. De la façon que nos services sont pensés, on peut vraiment l'adapter aux particularités du jeune et lui placer une trajectoire au sein de nos services qui est vraiment adaptée à sa situation. On va voir une espèce de continuum résidentiel de la rue jusqu'à la pleine autonomie. Quand tu es dans la rue, à partir du moment où tu as la motivation intrinsèque de sortir de la rue, de changer de mode de vie, la moyenne nationale, c'est 6 tentatives pour un jeune avant d'atteindre une forme d'autonomie résidentielle. Ça veut dire que c'est autant de déplacements sur ce continuum-là, autant de services différents, de logements en colocation qui a foiré, de différentes tentatives de s'en sortir, de perte de logement. Nos services sont pensés pour que le jeune puisse faire ces sauts-là à l'intérieur même de notre service. Si une fois rendu en logement, il y a une désorganisation, mais on peut le ramener à la place de laisser tout tomber ton projet de vie que tu as travaillé si dur. Reviens donc à l'interne une petite semaine. On va se déposer, on va remettre les outils en place, on va refaire le point, puis on va repartir en neuf. Donc, la personne conserve son logement, conserve son projet, conserve ses choses, et tout ça parce que pour nous, une continuité de service, c'est pas suffisant. Ça prend également une continuité de lien. On peut faire toutes ces petites étapes-là en conservant le lien avec le jeune. Avant, il aurait peut-être fallu référer, et puis là, le jeune, là, il doit répéter toute son histoire, avec des gens qu'il connaît pas. Là, au moins, on peut se pallier à ces difficultés-là et offrir une réponse, finalement, à ces points de bascule-là. Parce que même si on est très vigilant et qu'on supporte le jeune, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Notre continuum de service est pensé pour pouvoir accommoder ces rechutes-là. Un autre facteur de protection intéressant, c'est qu'on a un service d'aide aux proches et à la famille. Si la famille souhaite participer, accompagne ou a une présence, c'est toujours gagnant. On a un service de psychologue gratuit sur place, sexologue gratuit sur place. Il n'y a pas l'obligation de travailler toutes ces sphères-là si on n'a pas besoin. Mais si le besoin se présente, au moins on est équipé pour le faire. Dans la rue, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pallier le manque de ressources? Pour rejoindre les jeunes et les personnes les plus désaffiliées, on a une roulotte qui sort 5 soirs par semaine. On donne des hot dogs sur place, du café. L'hiver, on peut donner aussi du bouillon, de la soupe, etc. Et le travail de référence en fait vers d'autres ressources, donc dépendamment des besoins de la personne. On a également un lieu de type drop-in, donc quand même un bon centre de jour. Il y a beaucoup de fréquentation sur place. Au niveau du centre de jour, on a de l'espace pour accueillir les jeunes et se donner un endroit où se poser, prendre un café. Et on offre aussi les repas complets. C'est important de pouvoir manger pour simplement commencer à penser à autre chose. On a évidemment toute une équipe d'intervention et on a de la première ligne et de la deuxième ligne. Des lieux d'expérimentation sont à la disposition des jeunes où ils peuvent être aussi dans leur bulle ou utiliser d'autres moyens d'expression. On ajoute aussi un programme d'activité. Des jeunes, par exemple, qui ont pu contribuer à la réalisation d'un vidéoclip. Mais on a également un accompagnement au niveau de l'employabilité à l'interne et des projets d'employabilité à l'externe. On a la chance également d'avoir une école de rue, permettre aux jeunes de faire l'équivalence, de reprendre goût à l'école. On a aussi un soutien à la famille et une des actions du service à la famille, c'est de briser la transmission transgénérationnelle des traumas, d'accompagner des jeunes en situation d'itinérance ou qui en sont sortis, qui ont des enfants eux-mêmes pour ne pas répéter les parcours de vie, autres situations qu'il peut y avoir d'abus, de violence. Donc, de l'accompagnement quand même assez spécialisé dans leur cheminement. Nous avons des services de santé mentale, différentes activités, intervenants psychosociaux et psychologues également qui est offert. Au niveau de la stabilité résidentielle, bien, on a différents projets. On a d'abord un hébergement d'urgence qui prend le temps d'accueillir les jeunes de 12 à 21 ans et les jeunes trans sont accueillis jusqu'à 25 ans. Puis au niveau de l'hébergement, l'équipe sur place va prendre le temps de voir c'est quoi la situation. Est-ce qu'on peut remailler avec la famille? Est-ce qu'on a un autre endroit? Puis là, on a différents programmes de logement, donc du logement dans la communauté. Et on a également un bloc d'appartements où on accueille les jeunes pour 5 ans. Vous avez aussi créé la coalition Jeunes Plus pour mettre l'itinérance jeunesse à l'agenda.
Qu'est-ce que c'est la Coalition Jeunes Plus? La Coalition Jeunes Plus a été lancée en 2018 par Dans la rue et co-créée avec des partenaires communautaires, des chercheurs et chercheuses et particulièrement des jeunes. La Coalition Jeunes Plus souhaite donner la parole aux jeunes dans une démarche pour et par pour sensibiliser à la prévention de l'itinérance jeunesse, notamment en se questionnant qu'est-ce qu'on peut faire en amont de l'itinérance. Et aujourd'hui, c'est l'angle du respect des droits qui est pris. La création de la déclaration commune et des recommandations de la coalition auront été faites par les jeunes et également par le premier forum qui s'était tenu en 2021, Marche un bout dans mes bottes, en soulignant la complexité de l'itinérance, qu'il faut comprendre l'itinérance pour s'attarder à l'itinérance jeunesse. Et différentes actions sont suggérées pour agir en prévention. La question que tout le monde se pose assurément maintenant, comment on prévient l'itinérance jeunesse? Pouvez-vous nous parler de quelques pistes pour prévenir l'itinérance jeunesse, puis du projet PIGE aussi de recherche, Annie Fontaine? Dans la question de la prévention, il y a plusieurs niveaux qui font écho à des éléments qu'on a abordés au fil de nos échanges. On nommait comment l'entrée dans l'itinérance est souvent reliée à des difficultés vécues dans différentes sphères de vie. Donc, dans la prévention, de renforcer le filet social entourant les jeunes en général et plus particulièrement ceux qui sont exposés à des vulnérabilités. Ça commence par là, parce que au-delà de l'enjeu spécifique de l'instabilité résidentielle, la toxicomanie, etc., c'est souvent différentes difficultés d'autres ordres, académiques, scolaires, familiales, d'insertion sociale, de construction de l'identité, qui vont participer à amener vers l'itinérance. On a besoin de travailler dans toutes les sphères de vie à renforcer le filet social autour des jeunes. Un des éléments en amont même de ça, qui est en trame de fond de tous les aspects, c'est de considérer l'itinérance non pas comme une pathologie, mais comme un enjeu de droit humain. Le droit à avoir une vie sécuritaire, le droit à avoir un toit, le droit à être respecté, le droit de pas subir de la violence, d'avoir accès à des ressources. Donc, je pense que déjà notre configuration de comment on aborde ça, c'est pas de trouver juste c'est qui les jeunes qui sont particulièrement à risque à cause de leurs caractéristiques personnelles, mais c'est quoi le droit de tous et chacun d'avoir accès à des ressources. Donc, il y a tout un travail sur les structures sociales, sur le filet social pour pas échapper des jeunes en cours de route. Un autre aspect qui m'apparaît important, c'est une problématique qui est complexe, puis qu'il y a plusieurs dimensions, plusieurs sphères de vie qui sont affectées puis qui sont interreliées. Or, l'organisation de nos services, la façon dont on construit nos services, dans le cas présent, on a des beaux exemples d'organismes communautaires qui cherchent à avoir une panoplie de services de plusieurs niveaux, mais c'est pas la façon générale qu'on organise nos services, autant dans les organismes communautaires, mais encore plus dans les institutions publiques. On a tendance à fonctionner par silos et traiter les problématiques de façon séparée. La violence d'un côté, la toxicomanie, la santé mentale et le manque de continuité entre les services m'apparaît comme un enjeu important. De travailler à tisser des liens entre les organisations publiques et communautaires, de travailler la collaboration intersectorielle pour un peu mettre de l'huile dans l'engrenage pour faciliter les passages puis d'avoir une vision plus holistique, plus globale du vécu des personnes. Et je rebondirais sur quelque chose que Martin nommait tantôt, il y a la continuité des services, mais il y a la continuité des liens aussi. De donner des conditions dans les organismes communautaires, les institutions publiques pour que les intervenants puissent durer dans le temps. On a un enjeu de pénurie personnelle qui fait que les intervenants eux-mêmes sont en précarité. Donc, d'accompagner des jeunes vers un mieux-être quand nous-mêmes on est en précarité, c'est difficile. Dans la prévention de l'itinérance, il faut prendre soin des gens qui prennent soin des autres, améliorer la qualité, les conditions de vie, les conditions de travail au sein des organisations pour permettre de créer des vrais liens avec les jeunes, permettre aux jeunes non seulement de répondre à des besoins de base, mais qu'il y ait des opportunités, des occasions, des leviers pour rebondir, pour découvrir ses forces, pour s'épanouir, pour avoir le sentiment d'être utile dans la société, donc d'avoir des ouvertures qui permettent de renverser l'engrenage puis de donner du sens à sa vie. Il y a beaucoup de beaux exemples. La Coalition Jeunes Plus fait partie de ces exemples-là de jeunes avec une expertise de vécu. Le programme de recherche aussi sur les jeunes ex-placés, des jeunes qui utilisent leur vécu pour contribuer au mieux-être de leurs pairs
au bout du compte, puis Ariane l'a nommé tantôt, à un moment donné, tu as une perte de valeur de ton identité, une perte des raisons de vivre. Donc, de pas juste être dans l'utilitaire, dans la réponse aux besoins, mais de créer des espaces pour exister, être vu, être entendu, être en lien, être en relation. Ça m'apparaît essentiel pour prévenir l'itinérance jeunesse, pour créer des opportunités de sortir de l'engrenage puis renverser la roue vers quelque chose de plus constructif, de plus positif. Là, vous êtes dans le projet PIGE. Qu'est-ce que c'est le projet PIGE? Le projet PIGE, c'est un projet de recherche initié par Swan McDonald, qui est professeur à l'Université de Montréal, avec qui on collabore sur de multiples projets. PIGE, ça veut dire Prévention Itinérance Jeunesse. C'est un projet de recherche participative où il y a des partenaires, des organismes communautaires, où il y a un comité de jeunes aussi qui est impliqué. Et on essaie de réfléchir ensemble de façon à mettre le doigt un peu justement sur les leviers de prévention puis de contribuer à renverser le paradigme où on aborde toujours les choses sous l'angle de l'urgence, sous l'angle du curatif, éteindre des feux, en disant bien sûr, il faut qu'on continue à prendre soin de ceux qui sont déjà dans la rue, mais il faut qu'on travaille beaucoup plus en amont, un peu dans les orientations que j'ai nommées tout à l'heure. Donc, c'est un collectif qui travaille sur ça et qui, probablement, lors du prochain forum de la Coalition Jeunes Plus, partagera des résultats de cette recherche-là, des propositions sur des angles de travail de prévention de l'itinérance jeunesse. Donc, pour la suite du projet PIGE, pour les auditeurs, ça serait de suivre un peu les pages web là, de la Coalition Jeunes Plus. Et dans la rue, vous allez avoir les suivis éventuellement de ce projet-là. Maintenant, si vous aviez des recommandations à formuler aux décideurs à ce sujet-là, que leur diriez-vous? Alors, je vais vous demander une seule recommandation par personne. Annie Fontaine. Une recommandation, c'est de considérer l'humain derrière les personnes en situation d'itinérance et de nommer ça pas juste comme un mot-clé, mais pour tout ce que ça signifie, d'être conscient qu'il y a plusieurs aspects dans le vécu des personnes et qu'il faut agir sur toutes ces dimensions-là, de se centrer sur l'humain derrière ce qu'on appelle les personnes en situation d'itinérance. Martin Trudel. Quand on parle des gens en situation d'itinérance, il n'y a pas le « eux » et le « nous », il n'y a que le « nous ». Ce sont des gens qui méritent le respect, comme tout le monde. On partage tous la même humanité. Il y a beaucoup d'amalgames qui se font, mais aussi beaucoup de préjugés, autant positifs que négatifs. Les préjugés positifs, sont fins, sont ci, sont ça. C'est des gens comme tout le monde. Ça, c'est important qu'on le comprenne, qu'il n'y a pas de différence. Ils ne sont pas ni plus fins, ni moins fins, ni plus dangereux, ni moins dangereux. C'est juste des gens qui vivent des situations difficiles. Ce qui les caractérise, c'est une accumulation de problématiques, de victimisation, de facteurs de risque, etc. C'est de considérer l'humain en arrière, puis de voir qu'il n'y a pas de division entre eux et le reste des gens. En prenant la lunette itinérance jeunesse, on prend aussi la lunette le droit d'être jeune, dans le respect du rythme, dans le respect des défis. Avoir l'école comme un lieu de socialisation, avoir le soutien aux familles, avoir le droit d'expérimenter quand on est placé en centre de jeunesse, avoir le droit de pas savoir ce qu'on veut faire et d'expérimenter 1, 2, 3 programmes d'employabilité. Bref, le droit d'être jeune. Déjà là, on avancerait beaucoup plus loin. Ariane, tu parles aux décideurs en ce moment, là. Qu'est-ce que tu leur dis? Les organismes communautaires, on a bien beau forcer. Si les décideurs, ils bougent pas puis ils se rendent pas compte que le taux de la vie augmente. Tantôt, on parlait du 200$ qui a pas augmenté. Ouvrez-vous les yeux puis décidez comme du monde. Ils veulent-tu que ça aille mieux sur la terre ou ils veulent pas, là? J'entends « aidez-nous » un peu en arrière. Aidez-nous, là, décidez quelque chose. Mais on va bien beau ramer dans le beurre, mais si eux, ils décident rien, on va ramer longtemps puis ça donnera rien. À la place de dire aux nouvelles que ça va pas bien, il y a de plus en plus d'itinérants, ben justement, vous le savez, faites quelque chose. Pour finir l'entrevue, qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui sont dans cette situation-là en ce moment? De croire en eux, parce que même moi, il y a 2 ans, j'aurais jamais pu imaginer être en train de parler dans un balado sur l'itinérance. Vous méritez une belle vie. Vous n'avez pas perdu de temps, vous avez juste acquis de l'expérience pour vivre mieux, apprécier plus la vie après. Il y a personne qui va vous enlever ce bagage-là, puis ça va rester marqué, mais je trouve que je serais pas la même personne si j'aurais pas vécu ça. Puis je leur ferais ma vie, puis je leur vivrais. Parce que ça change le cœur des gens, d'être dans la souffrance, de voir le vrai malheur, la noirceur, ça te rend bien plus lumineux parce que tu réussis à t'en sortir. Je trouve qu'il y a personne de plus lumineux que quelqu'un qui sort de la noirceur. Merci beaucoup, Ariane. Vous écoutiez Défi, le balado du CRUGEF.
Défi, disponible sur YouTube, Anchor, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Et sur le site web du CRUGEF dans notre section Médiathèque.